langue locale et jeunesse. Langue locale et jeunesse. En effet, la Constitution gabonaise, dans son titre premier et en son article 2, stipule que la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Fin de citation. Avant cela, permettez-moi de rappeler que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde une place particulière à la culture et à la jeunesse. Souvenez-vous, dès ma prise de fonction ministérielle, et bien sûr sous l'impulsion du président de la République, j'ai annoncé que je m'évertuerais à mettre la jeunesse au centre des politiques publiques, car elle représente la majorité de la population gabonaise et de ce fait commande sa prise en considération prioritaire, voire urgente, au regard de ces difficultés actuelles. Si le français est la langue officielle du Gabon, utilisée à l'école et dans les administrations, le pays recèle plus de 40 langues locales. Reléguées au second plan, elles sont menacées d'extinction. Pour certaines associations de jeunesse œuvrant dans le domaine de la culture, il n'est pas question d'assister impuissamment au déclin de celle-ci. Car une langue, même presque plus parlée à ce jour, pour devoir de mémoire, se doit de subsister à travers le temps. Juste pour que l'on sache comment elle se parlait en vue de permettre l'apprentissage des locutions usuelles. Ce combat pour la pérennisation des langues gabonaises se mène désormais sur plusieurs fronts. Entre le souhait du ministère de la Culture de les introduire dans la gestion des collectivités locales et le challenge des associations pour en faire la promotion à travers des activités ludiques, l'objectif est le même, la sauvegarde de ce patrimoine. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum à tous les villageois du village planétaire. Votre émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles vous emmène ce samedi 25 avril à Kouandé. C'est une commune du département de l'Atakora au nord-ouest du Bénin. Le questionnaire des auditeurs: comment vous désignez les moustiques dans votre langue maternelle? Et traduisez-nous les mesures barrières pour lutter contre le Covid-19 dans... Radio Nour di Botie ni Uronde. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci mais surtout désolé pour le retard, oui plusieurs indisponibilités indépendamment de nos volontés, le confinement, les mesures du gouvernement, on va dire le couvre-feu, donc tout ça, nos techniciens n'ont pas toujours la possibilité d'être à l'heure avec les mesures de transport qui sont de plus en plus difficiles. Donc encore assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, vous écoutez votre émission culturelle L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Comme à chaque numéro, nous sommes dans un village d'Afrique et aujourd'hui je vous emmène à Kouandé. C'est dans une commune, dans la commune du département de l'Atakora au nord-ouest du Bénin. Dans notre dossier culturel, oui, comme annoncé tout au long de la semaine sur nos ondes, nous recevons dans notre magnifique studio vert le docteur Abdourazak Safiou. Vous êtes le directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Docteur, assalamu alaikum. Amin alaikum salam wa barakatuh. Le jeûne du mois de Ramadan, ça c'est bien démarré? Alhamdulillah, nous saluons l'arrivée de ce grand étranger. Et nous prions Allah de nous mettre à la hauteur, d'être un bon hôte
pour cet étranger. Encore merci pour avoir honoré ce rendez-vous et désolé pour le temps mis en salle d'attente. Le village planétaire célèbre ce 25 avril la journée mondiale du paludisme, même si le Covid-19 reste d'actualité. Paludisme et Covid-19, on en parle dans un instant avec le docteur Safiou. Dans notre village à l'honneur, vous aurez l'occasion d'écouter un concours de lecture du Saint-Coran. Oui, au village, notre village aujourd'hui, on l'a présenté tout à l'heure, le village Kwandé. Donc on aura des jeunes qui lisent le Coran, concours de lecture. La langue à l'honneur, c'est le Nzébi. À tous les Nzébi, musulmans et non musulmans aussi, futurs convertis. Assalamu alaikum. Le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. C'est un proverbe africain, il est à méditer. Et le questionnaire des auditeurs, traduisez-nous les moustiques dans votre langue maternelle et traduisez-nous la phrase « Restez chez vous » dans votre langue maternelle. Et comme à chaque numéro, je vais montrer l'exemple comment on le dit chez moi en langue pour nous. Maël Manomba de Mouabi devant le micro et à la réalisation, ils sont deux, Axel Kumba et Paturel Mitsa. On revient derrière la transition pour dérouler ce magnifique programme. Appelez-nous Lolang. Assalamu alaikum à tous les villageois du village planétaire. Votre émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles vous emmène ce samedi 25 avril à Kwandé. C'est une commune du département de l'Atakora au nord-ouest du Bénin. Le questionnaire des auditeurs, comment vous désignez les moustiques dans votre langue maternelle? Voilà, auditeurs de Radio Nour, si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, vous écoutez en direct votre émission L'école au village. Comme à chaque numéro, nous sommes à Kwandé aujourd'hui. Il s'agit d'une commune du département de l'Atakora. C'est au nord-ouest du Bénin. À tous les Béninois, assalamu alaikum. L'arrondissement qui tient lieu de poumon économique est Chabi, Kouma. Il est situé au sud-est de cette commune, soit c'est à peu près 67 km de Kwandé. Et son importance économique tient à son marché international. C'est l'un des plus grands marchés du département. C'est un beau village où les populations sont très unies entre elles. Elles se mettent ensemble pour développer le milieu et rechercher de l'eau potable, la gestion du marché pour une meilleure utilisation et des ripostes contre les maladies aussi. Donc la construction des écoles aussi, voilà. Donc l'ouverture d'un internat est en vue pour favoriser l'éducation des enfants dont les parents sont trop pauvres pour payer les frais de scolarité. Donc nous sommes à Kwandé aujourd'hui, c'est juste pour saluer toute la communauté béninoise originaire de Kwandé. Ce 25 avril, oui, exigence oblige, je sais l'actualité, nous célébrons la planète entière. Le village, le grand village planétaire célèbre la journée mondiale du paludisme. Cette année, alors que la journée mondiale donc, ce paludisme est célébrée, les pays du monde entier se battent pour faire face à la pandémie du Covid-19. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste. Il s'agit du docteur Safiou Abdourazak. Il est directeur du programme national de lutte contre le paludisme, médecin en chef, paludologue, oui, en français facile, paludologue, c'est un spécialiste du palu. C'est bien ça, docteur? C'est ça. Alors, il est spécialiste de la lutte contre le sida et les IST, spécialiste de la lutte contre les fièvres hémorragiques. Donc, on va à l'école au village, on bat la terre, on explique toujours en français facile. Donc, fièvres hémorragiques sont les fièvres qui produisent des saignements, c'est bien ça? Oui, des fièvres qui s'accompagnent de saignements, qui sont des maladies infectieuses aussi. Voilà, donc c'est clair, c'est passé dans le village, tout le monde a compris. Donc la spécialité du docteur. Docteur, en tant que paludologue, quand on parle du palu au Gabon, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Il faut savoir que le paludisme, c'est déjà une maladie qui vit dans notre village, dans notre Gabon, et qui sévit depuis toujours, et qui est toujours notre actualité au quotidien, puisque c'est un ennemi difficile à vaincre, malgré toutes les stratégies que nous déployons.
Il faut rappeler que le paludisme est une maladie infectieuse aussi, et où le microbe ici est un parasite qu'on appelle Plasmodium. Et le principal signe du paludisme, c'est la fièvre. Et cette fièvre peut s'accompagner d'autres signes, les céphalées, les douleurs au corps, les vomissements, la perte des problèmes d'appétit et la diarrhée parfois. Il faut aussi dire que le paludisme, c'est une maladie évitable, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de prévention et c'est une maladie traitable et presque toujours traitable quand il s'agit du paludisme simple. Malheureusement, il existe des formes graves dont l'issue peut être très compliquée. C'est pour cela, faisons tout pour ne pas avoir le paludisme en appliquant les mesures de prévention. Faisons tout pour soigner le paludisme très tôt, pour éviter que le paludisme simple n'évolue vers les formes graves qui peuvent être potentiellement mortelles. Docteur, en citant tout à l'heure les différents symptômes, vous avez parlé de fièvre. Aujourd'hui, quand on parle d'actualité sanitaire, on a le paludisme, c'est le 25 avril, mais il y a le Covid-19 qui fait vraiment l'actualité. Et le Covid aussi, parmi ces symptômes, il y a les fièvres. Est-ce que ça ne freine pas l'accès aux potentiels fiévreux de se rendre à l'hôpital en craignant d'être détecté Covid? Ben, écoutez, ce que nous tenons déjà à dire à la communauté, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se faire détecter Covid. Nous tenons à tout faire pour que la population ne cède pas à la stigmatisation et à la discrimination qui tend à avoir le jour déjà avec cette nouvelle affection. Nous l'avons connu avec le sida, nous l'avons connu avec la tuberculose, parce que cette stigmatisation et cette discrimination va beaucoup gêner la lutte. Parce que si nous devons casser la chaîne de transmission du Covid, il ne faut pas que les malades se cachent. Il ne faut pas que les porteurs du virus se cachent. Parce que si ils se cachent, ils auront du mal à mettre en place des mesures barrières avancées que nécessite la personne qui porte déjà le virus. Toute fièvre n'est pas Covid. Comme je l'ai dit, le paludisme est une cause de fièvre. Et ce sont les professionnels de santé qui vont trancher entre le nombre de diagnostics, entre tous les diagnostics de fièvre. Vous avez évoqué tout à l'heure les fièvres hémorragiques, donc ce qui existe de la fièvre là-dedans. Oui. Il y a la maladie du sommeil, il y a la fièvre typhoïde, il y a les infections respiratoires aiguës, il y a tout ce qui est autres infections chroniques comme la tuberculose, etc., qui également les infections urinaires. Beaucoup de maladies vont provoquer de la fièvre. Et c'est qu'il ne faut pas que du fait du Covid aussi, nous ayons beaucoup de décès indirects parce que les autres cas de fièvre n'auront pas été pris en charge à temps et correctement. Alors, aujourd'hui, au Gabon, quels sont les principaux foyers de grandes pandémies du paludisme? Est-ce qu'il y a des zones très infectées, moins infectées? Quels sont les facteurs? Il faut dire que le principal déterminant du paludisme, c'est surtout qu'il faut qu'il y ait des anophèles et que les anophèles puissent se multiplier avec une température, et il faut de l'eau parce que les anophèles doivent pondre leurs œufs dans ce qu'ils appellent des gîtes larvaires. Ce sont des collections d'eau. Donc le Gabon est un pays dit de paludisme stable, c'est-à-dire qu'en général il y a du paludisme partout parce qu'il pleut 9 mois sur 12. Et la température y est favorable à la pullulation anophélienne. Mais c'est vrai qu'il existe des régions un peu plus touchées que d'autres, notamment le Wollentem est une région où le paludisme sévit beaucoup. Il y a aussi le Goué, Ivindo également, qui sont des zones de haute transmission du paludisme. Mais il faut quand même dire de manière homogène dans l'ensemble du pays, les mesures de prévention du paludisme et de diagnostic et de prise en charge correcte doivent être déployés sur l'ensemble du territoire parce que potentiellement tout le pays est à risque. Port-Gentil, la ville de Mayumba sont des zones où on observe qu'il n'y a pas beaucoup de transmission du paludisme. Alors toujours pour rester sur la prévention, quelles sont les heures favorables à la
à quel moment on est plus exposé à la piqûre des moustiques dans la journée? Parce qu'on a quand même plusieurs moustiques qui nous piquent tout au long de la journée. À quel moment on est le plus exposé? Il faut dire une chose, c'est que il y a beaucoup de moustiques. Et le moustique qui transmet le paludisme, qui inocule le plasmodium, c'est l'anophèle femelle. Mais il existe d'autres moustiques. Vous avez entendu parler du moustique tigre la dernière fois, avec des petits points. Avec le Zika, à cause de son aspect un peu tacheté, rayé, qui donne d'autres maladies, ou qui donne la fièvre jaune, qui donne le Zika, Aedes aegypti. Il existe d'autres Aedes qui donnent, on a eu au Gabon les épidémies de chikungunya, et il y a des épidémies de dengue. Toutes ces arboviroses sont transmises également par des moustiques. Et ces moustiques sont souvent dit les moustiques de la saleté, traditionnellement. Il y a aussi des moustiques qui vont donner des filets, comme les culex. Tous ces moustiques sont des moustiques parfois dits de la saleté parce qu'eux, ils n'aiment pas trop l'eau. Eux, ils arrivent à se multiplier facilement dans les milieux insalubres des grandes villes. Voilà, c'est pas pour rien, vous pouvez être piqué à n'importe quelle heure de la journée par n'importe quel moustique. L'anophèle qui nous intéresse ici, en principe, pique entre 22h et 5h du matin. Mais là aussi, lorsque les barrières, les moustiquaires et tout sont bien déployés, il arrive que pour sa survie, que le moustique change de comportement. Et nous observons les études entomo récentes qui nous ont été présentées lors des dernières réunions scientifiques ont montré que dans nos pays, avec l'augmentation de la pollution, des eaux un peu plus sales, il existe des espèces de moustiques d'anophèles qui s'adaptent mieux dans cet environnement qui n'est pas très propre. Une sorte de mutation de moustique. Voilà, il évolue, il essaye de survivre. Et c'est ce qui rend la lutte contre le paludisme assez complexe parce que le moustique s'adapte, le parasite aussi fait beaucoup de mutations pour s'adapter aux mesures de lutte que nous mettons. Donc, il faut dire que si les moustiques du palu habituellement piquent surtout la nuit, et c'est pas pour rien, la stratégie de dormir sous moustiquaire imprégné, tout son intérêt ici. Alors parlons justement de ces moustiquaires imprégnés pour rester dans la prévention. Comment faire pour imprégner sa moustiquaire chez soi si on ne peut pas se rendre dans un dispensaire ou dans une structure sanitaire pour récupérer une moustiquaire imprégnée? Avant, nous avions des moustiquaires, il y avait des moustiquaires naturels, mais nous les imprégnons. Et la recommandation aujourd'hui du programme, c'est de tout faire pour acquérir, quand on fait son choix d'achat de moustiquaire, c'est d'acheter une moustiquaire qui vient déjà avec l'insecticide dedans. Il est très difficile d'imprégner soi-même sa moustiquaire à la maison. Docteur, je suis à Moabi, chez moi là-bas, on dit Ondount Boulongo, sur le sommet des chaînes du Mayombe. Ma grand-mère a besoin d'une moustiquaire imprégnée. L'accès en voiture, c'est difficile, mais elle veut imprégner sa propre moustiquaire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une composition, on ne va pas dire chimique, mais quelque chose à faire pour imprégner cette moustiquaire-là? Il existe des produits qu'on vend dans des endroits, je crois, qui sont malheureusement inaccessibles aussi pour les populations de Moabi. Oui. Dans la gabonaise de chimie, on peut trouver des insecticides qu'on appelle la deltaméthrine, dans lequel on peut imprégner les moustiquaires. Mais je vous dis que c'est une logistique beaucoup plus lourde que d'aller approvisionner Moabi en moustiquaires imprégnés. Heureusement, encore il y a un dispensaire. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a des donateurs qui se sont souciés de la région de la Nyanga, où se situe Moabi, puisque nous venons d'arriver à la fin d'un projet financé par la société Nobel Energy, gérée par une ONG américaine, MCDI, où il y a eu fourniture dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans la province de la Nyanga. Dans tous les départements de la Nyanga, on a fourni des moustiquaires, on a fourni des traitements et on a fourni des comprimés pour les femmes enceintes pour la prévention du paludisme.
Donc, soyez rassurés que votre grand-mère Amouadi a eu accès à des moustiquaires imprégnés et nous espérons que notre projet va prendre le relais de celui-là pour qu'au bout de 3 ans, quand la moustiquaire va arriver à son âge, à sa date où elle n'est plus efficace, au moins on pourra à nouveau lui en fournir. Vivement que le projet s'étende sur tout le pays. Toujours pour parler de la prévention, à une époque encore lointaine, docteur, on avait des équipes sanitaires qui pulvérisaient dans les quartiers, derrière les maisons, dans les concessions. Aujourd'hui, c'est presque disparu. Pourquoi? Bon, nous avons, dans les années 50, il y a eu cette stratégie où nous avons bon espoir d'éradiquer le paludisme dans le monde. Nous avions un produit, un insecticide assez bon marché, le DDT. Nous avions la chloroquine, qui était un médicament moins cher et bien toléré. Et nous nous sommes mis à espérer que la combinaison de ces deux produits allait éradiquer le paludisme. Mais très vite, nous nous sommes aperçus que le moustique va développer des résistances au DDT. Le plasmodium, qui est le parasite, lui aussi va développer des résistances à la chloroquine. Vous avez vu qu'on n'utilise plus la chloroquine. Tout à fait. Ceux qui ont mon âge se rappellent de le seau de l'infirmier qui venait dans les salles de classe et nous donnait de la chloroquine parce qu'on espérait qu'en inondant le monde de chloroquine, tous les plasmodiums allaient être détruits et on allait mettre fin au paludisme. Si dans certains pays, cette guerre a eu beaucoup de succès, notamment en Europe. On a vu disparaître le paludisme en Europe et dans un certain nombre de pays. Malheureusement, à cause de l'apparition des résistances, à nouveau, notre stratégie a été battue en brèche. Et d'ailleurs, pour des raisons écologiques, on ne se voit plus en train de balancer des insecticides partout dans la nature et ces pratiques-là favorisent les résistances. D'où on a pris maintenant les insecticides et on a mis dans la moustiquaire pour éviter que dans la nature, avec les pluies et les eaux, l'insecticide ne soit dilué et que ces petites doses-là ne favorisent les résistances à l'insecticide. Donc voilà un peu pourquoi vous ne voyez plus ces stratégies, mais ces stratégies ont été remplacées plutôt par ce qu'on appelle la PID. En dehors de la moustiquaire imprégnée, il y a la possibilité d'imprégner, de pulvériser dans la maison ou ou sur les murs de la maison des insecticides qui ont des actions rémanentes, c'est-à-dire dont l'action peut durer 6 mois, mais c'est des stratégies pour l'instant, il y a des pays qui l'appliquent, mais ça a un coût, puisqu'il faut revenir tous les 6 mois et il faut au moins pulvériser près de 80% des maisons, ce qui est une stratégie assez lourde. Mais nous espérons que, combiné avec la moustiquaire imprégnée, lorsqu'on aura une bonne couverture de moustiquaire imprégnée, nous pourrons un jour espérer le zéro paludisme dans notre pays. Alors, docteur, aujourd'hui, pour beaucoup de patients, sinon beaucoup de la grande partie de la population, quand on a souffert une fois du paludisme, si le médecin nous avait prescrit, je prends un exemple, la chloroquine, je prends comme ça un exemple, 1, 2, 3 médicaments, on a encore l'ordonnance, on a pris le médicament, souvent on n'a pas terminé, je parle des cas souvent que je connais un peu, ils n'ont pas terminé le traitement, dès qu'on s'est senti bien, on a abandonné, mais une fois que la maladie revient, on repart avec la même ordonnance à la pharmacie, reprendre les mêmes médicaments. Du coup, l'organisme s'est déjà adapté aux médicaments et il y a une résistance au traitement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour freiner justement ce genre d'attitude, ce comportement? Bon, déjà, il faut dire une chose, il est normal que si on lorsqu'un traitement est prescrit, il est prescrit en dose et en durée. Si le traitement n'est pas suivi pendant les 3 jours, par exemple, en ce qui concerne les ACT du traitement, il y a de forts risques qu'il y ait une rechute très vite, même si le médicament est efficace. Donc, lorsqu'on prescrit un traitement, il faut le prendre correctement et les personnels de la santé, la sensibilisation qui se fait, c'est fait pour que les patients respectent la durée du traitement et les doses qui sont prescrites. Parce que les médicaments à base de la pénicilline, ce sont les médicaments dont l'action schizonticide est très forte. Ils détruisent très fort le parasite. On est très vite satisfait, mais il faut aller au bout de son traitement. Jusqu'au bout de son traitement. Et vous avez dit que ces traitements insuffisants, incomplets, peuvent générer
des résistances. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure au début de notre échange, que toute fièvre n'est pas paludisme. Si vous avez eu le palu confirmé par ce que nous recommandons aujourd'hui, confirmé par un examen de laboratoire qu'on appelle soit le TDR, soit la goutte épaisse, c'est-à-dire faire la preuve de la présence du parasite pour dire que cette fièvre est liée au paludisme. Si un mois après vous faites de la fièvre, il n'est pas dit que cette fièvre-là soit nécessairement le paludisme. Donc, c'est le médecin qui doit à nouveau faire le test de confirmation, ou le prestataire de soins, il fait le test de confirmation. Si le test est positif, nous disons, tiens, c'est à nouveau un paludisme. Soit conséquence de la première crise de palu mal soignée, soit c'est une nouvelle infection due peut-être à des nouvelles piqûres de moustiques. Là également, maintenant, c'est un traitement du palu. Mais si on fait le test et qu'il n'y a plus, que le test s'avère négatif, le prestataire de soins recherche d'autres diagnostics. L'actualité, c'est le Covid. On a dit que ça générait de la fièvre. Il y a la grippe, il y a l'infection urinaire, il y a des tas de choses. Le fait de vouloir faire de l'automédication de cette manière-là, ça entraîne le retard à la prise en charge d'autres maladies. Tout à fait. Prenons le cas des enfants, parce que les enfants, ils sont menacés aussi par les maladies diarrhéiques. Les enfants sont menacés par les infections respiratoires aiguës. Si on ne les soigne pas correctement, parce que ces infections-là ont besoin d'antibiotiques. Or, le paludisme donne des antiparasitaires. Si vous ne traitez pas avec les antibiotiques à temps, le risque, c'est que les complications vont apparaître du fait du retard à la prise en charge du traitement. Docteur, parlons aujourd'hui de vaccins antipaludiques. À quel niveau se situent les recherches? La dernière nouvelle que nous avions, c'est que le vaccin, l'OMS avait souhaité des études complémentaires et un certain nombre de pays africains ont été identifiés et les études se poursuivent, peut-être brouillées un peu en ce moment par l'activité du Covid. Nous attendons toujours la publication de cette étude parce que le vaccin avait déjà obtenu, l'un des candidats vaccins avait obtenu justement l'AMM dans les pays européens. Maintenant, l'OMS attendait ces études complémentaires pour rendre ses conclusions par rapport à ce vaccin. Cette journée du 25 avril aujourd'hui, pour célébrer la journée mondiale du paludisme, qu'est-ce qui est fait au niveau du PNLS? PNLP, pardon, le Programme national de lutte contre le paludisme. Oui. Vous voyez, avec les mesures de barrière, le programme PALU ne peut pas mener ses activités habituelles. Aller au contact direct des populations pour aller faire la sensibilisation. D'où cette stratégie de venir utiliser les masses médias et merci de nous offrir cette opportunité pour laquelle nous faisons aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions de votre disponibilité. Et nous saluons, nous sensibilisons toujours nos partenaires. Il y a des partenaires engagés toujours à nos côtés, comme la Fondation Sylvia Bongo, qui aujourd'hui continue à travers les kits alimentaires à donner des moustiquaires imprégnés aux communautés. Nos partenaires habituels ont un peu leur agenda et leurs préoccupations gênés un peu par le Covid. Ils mettent beaucoup plus de ressources dans le Covid, mais nous leur disons, il ne faut pas qu'en baissant la garde sur le paludisme, que nous perdions les acquis que nous avions déjà depuis des années en matière de lutte contre le paludisme. Ce qui est bon, c'est qu'il ne faut pas que le Covid va tuer. On appelle ça les morts directes du Covid-19. Malheureusement, du fait de la mobilisation des énergies et des ressources financières et hospitalières pour la lutte contre le Covid, malheureusement, le Covid risque de provoquer des morts indirectes. Est-ce que ça veut dire que le Covid est aujourd'hui concurrent désormais des autres maladies? À notre avis, nous techniciens de la lutte contre les maladies, nous pensons qu'il faut que le Covid aide à l'amélioration du système de santé et à la riposte. Parce que lorsqu'un malade vient à l'hôpital, il a de la fièvre. Nous souhaitons d'ailleurs que tous les malades viennent, en passant parfois par le 14-10 s'il y a suspicion. On souhaite que tous les malades viennent à l'hôpital, que tous les porteurs de Covid soient recensés, ce qui nous permet de couper la chaîne.
Mais pour inciter les malades à venir aux structures sanitaires, il faut que celui qui n'a pas de fièvre, celui qui a de la fièvre et que ce n'est pas le Covid, ou la personne qui est malade, ce n'est pas le Covid, trouve toujours un accueil de qualité et des prestations de qualité auprès des personnels de santé pour maintenir ce lien et cette confiance avec les populations, qui est un gage, je peux dire, essentiel pour pouvoir lutter contre n'importe quelle épidémie. Alors aujourd'hui, quel est le message au niveau du PNLP, donc le Programme national de lutte contre le paludisme? Quel est le message, le message de sensibilisation à l'occasion de cette journée du 25 avril? Quelle est la grande thématique? Quelles sont les grandes actions? Aujourd'hui, nous disons, le thème de la journée mondiale, c'est « Zéro palu, je m'engage ». Et vous venez ce matin en acceptant de nous recevoir. Nous nous engageons vous aussi. Êtes, nous, TV, Radio, nous, pose un acte d'engagement. Mais cet engagement doit nous amener et doit être également le fait de toute la communauté gabonaise. Je vous ai dit qu'il y a des partenaires qui, malgré l'actualité Covid, restent engagés dans le paludisme puisqu'ils arrivent à distribuer encore des moustiquaires. Nous disons que malgré cet engagement, chaque citoyen doit s'engager. Dans cette période de confinement, il faut que l'assainissement de proximité soit plus que jamais d'actualité. Il faut que les gens assainissent leur environnement pour réduire le risque de transmission du paludisme. Parce que contribuer à la lutte contre le Covid, c'est quoi? C'est de tout faire pour qu'il y ait moins de malades du paludisme. Le paludisme représente près de 25% des raisons qui amènent les malades à l'hôpital. Si nous arrivons à diminuer de plus de la moitié le nombre de ces malades potentiels en appliquant les mesures barrières du paludisme, les mesures de prévention du paludisme, ce qui fait qu'il y aura de la place pour que les gens, les systèmes de santé seraient moins sollicités, parce que ce qu'on observe dans les autres pays qui ont subi de plein fouet les grandes épidémies, la grande épidémie de Covid-19, ce qu'on a observé, c'est que les structures de santé sont saturées. Faisons tout, pour que les mesures de prévention diminuent le nombre de malades potentiels qui vont aller à l'hôpital. Faisons tout pour que la prise en charge des malades soit précoce, c'est-à-dire lorsque vous avez des signes de paludisme à la maison, la fièvre ou mal au corps, etc., vous pensez que vous avez le paludisme, il faut que dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers signes, il faut aller se faire soigner, faire un diagnostic et se faire soigner correctement. Parce que si vous gardez l'enfant à la maison une semaine en disant c'est la poussée dentaire, je donne un peu de paracétamol, etc., tout à fait, automédicament, et que c'est le paludisme, nous arrivons au bout d'une semaine ou deux à un paludisme grave, où l'enfant vient maintenant à l'hôpital avec 2 grammes. Il vient dans les formations sanitaires déjà débordées. Parfois où les stocks de sang ont beaucoup diminué. Donc vous comprenez qu'on aura du mal à trouver une réponse pour la santé de votre enfant. Alors faisons tout pour que les cas de paludisme simple restent paludisme simple en assurant une prise en charge précoce des cas. Alors, docteur, on va mettre un terme à cette émission, mais avant, rappeler à nos auditeurs que vous écoutez l'École au village pour la promotion de nos langues maternelles et qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Il faut savoir que selon le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme dans le monde, publié en décembre dernier, il y a 228 millions de cas de paludisme, c'était en 2018, contre 231 millions en 2017. On estime à 405 000 le nombre de décès dus à la maladie et c'était en 2018, un chiffre en baisse par rapport aux 416 000 décès enregistrés en 2017. Le groupe le plus exposé à la mortalité est celui, comme l'a dit le docteur, des enfants de moins de 5 ans. En 2018, ils ont représenté 67% de l'ensemble des décès par le paludisme. Docteur, des chiffres qui donnent froid dans le dos. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau des familles? Oui, il y a une prise de conscience au niveau des familles, puisque nous avons de plus en plus de familles qui cherchent à acquérir des moustiquaires imprégnés, donc ils s'intéressent à la pathologie. Comment on obtient une moustiquaire imprégnée? L'occasion peut-être de passer le message. Déjà, on obtient une moustiquaire imprégnée en l'achetant.
dans les grandes surfaces. À combien, si au c'est PNLP. possible? Là, le gouvernement vient de faire des efforts pour la ramener à 3 000 francs la moustiquaire imprégnée. 3 000 francs la moustiquaire imprégnée. Et malheureusement, dans certaines grandes surfaces, c'est un peu plus cher. Elle coûte 10 à 12 000 francs pour l'instant. Lorsque les sites de vente des moustiquaires subventionnés par le gouvernement auront été lancés, je crois qu'on pourrait les avoir régulièrement à 3 000 francs. Alors, donc on rappelle à nos auditeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous recevons le docteur Safiou Abdourazak. Il est le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, médecin en chef paludologue. Donc, c'est un spécialiste du palu. Il est spécialiste de la lutte contre le sida et les IST, spécialiste de la lutte contre les fièvres hémorragique. Docteur, nous sommes à l'école au village et ici, c'est la promotion de nos langues maternelles. Dans votre langue maternelle, passez-nous le message pour lutter, dans votre langue maternelle, donc pour lutter contre le paludisme. Et vous allez nous traduire la phrase « Restez chez vous ». Nous sommes la mauvaise génération de langues maternelles. Puisque quand nous on était à l'école primaire, on nous interdisait de parler nos langues. Le symbole, le fameux symbole. On nous mettait le symbole au cou, donc comprenez que je sois très 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 francophone et avec beaucoup de regrets. Et nous soutenons l'initiative Radio nous de promouvoir les langues maternelles. Alors donc le docteur va faire le message en français, qui est aussi la langue maternelle de beaucoup de nos auditeurs. Donc en français, rappelez simplement les mesures barrières, les gestes à respecter, les gestes pour freiner à la fois le Covid et le paludisme. Écoutez, on a dit les gestes barrières, les principaux gestes, c'est d'abord de rester chez vous, puisque le virus ne se déplace pas seul, il profite de nos déplacements pour se disperser. Il faut éviter de se serrer les mains, éviter de s'embrasser. Lorsqu'on tousse ou on éternue, il faut tousser dans l'intérieur de son coude. Il faut porter le masque dans tous les espaces publics. Il faut absolument porter le masque. Il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Et lorsque l'eau et le savon ne sont pas disponibles, utiliser les solutions hydroalcooliques pour se nettoyer les mains. Et il faut le répéter plusieurs fois dans la journée. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut se laver, bien se désinfecter les mains. Et également éviter trop de visites, même si c'est sa propre famille, éviter d'aller rendre des visites absolument. Ne privilégier que des déplacements absolument essentiel. En ce qui concerne la moustiquaire imprégnée, nous préconisons la lutte contre le paludisme. Nous disons qu'il faut assainir son environnement en permanence. Chacun doit avoir un œil sur le caniveau devant chez soi, sur les herbes autour de sa maison, sur tout ce qui peut constituer des gîtes, des collections d'eau qui peuvent favoriser la multiplication des anophèles. Nous disons qu'il faut dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides, ce qui est très important, toutes les nuits. Éventuellement mettre même des toiles moustiquaires aux fenêtres, ce qui est très important. Ceux qui peuvent accéder à la PID, faites la pulvérisation intradomiciliaire. Il faut, pour les femmes enceintes, aller en consultation prénatale pour recevoir un médicament qu'on appelle la sulfadoxypyrimétamine, qui permet de la prévention du paludisme chez les femmes enceintes à partir du 2e trimestre. Bien sûr, à côté que ces femmes enceintes dorment sous moustiquaire imprégné. Et puis, éviter que les paludismes simples ne se transforment en paludisme grave en allant aux soins le plus tôt possible, dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers signes, aller en consultation. Et en consultation, n'acceptez pas les ordonnances spontanées, sauf s'il n'y a pas de test, mais tout faire qu'avant de prendre un médicament du palu, faire d'abord un test de diagnostic rapide ou un examen qu'on appelle la goutte épaisse ou le frottis pour confirmer le diagnostic, pour savoir ce qu'on soigne, pour éviter de perdre du temps. Parce que si vous commencez à vous engager dans un traitement du palu, le temps que vous regardiez 2-3 jours si ça va marcher ou ça ne va pas marcher, si c'est une autre maladie qui a besoin d'antibiotiques, si c'est un Covid-19 qui a besoin d'être
mis en quarantaine, la maladie ne fait que aggraver et poser le plus de problèmes. Il faut être extrêmement rigoureux par ces temps. Devant tout cas de fièvre, il faut savoir ce qui vous arrive avant de tirer les conclusions. Et éviter la stigmatisation et la discrimination qui sont des obstacles incroyables à toutes les luttes contre les maladies qu'on a, puisque on l'a vu avec le sida, on l'a vu avec d'autres maladies comme la tuberculose. Quand les malades se cachent, c'est extrêmement dangereux. Docteur, c'est pas terminé, c'est le jeûne béni du mois de Ramadan. Vous êtes musulman. Alors le message justement pour la communauté, quand on sait que en période de Ramadan, à la rupture du jeûne, on a l'occasion, ça peut arriver quand on improvise une mosquée à ciel ouvert chez soi, après avoir interrompu le jeûne par la prière, on partage le repas, une autre occasion pour se retrouver, se regrouper. Votre message à l'endroit de la communauté. Notre communauté, comme elle est en général, elle trouve dans le Coran et la Sunna toutes les informations nécessaires pour faire face à tous les événements que nous gérons. L'occasion du jeûne est une occasion de renforcer d'ailleurs la discipline. En général, la plupart des gens qui ont un comportement un peu dissolu, le moment du Ramadan, qu'Allah ne fasse pas de nous des croyants qui n'observent les lois que pendant la période du Ramadan ou pendant la période du Hajj. Soyons des croyants linéaires, permanents et pendant cette période de Ramadan, je crois que plus que jamais, comme on a souvent cette tradition, c'est d'être le plus discipliné possible. Nous avons des guides, nous avons des enseignements. Je crois que le président du Conseil islamique, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a rappelé dans son discours les lignes directrices. On a fixé un certain nombre de règles. Il ne s'agit pas, on le disait d'ailleurs pour les enfants, on leur interdit d'aller à l'école, mais il ne faut pas que ce soit l'occasion pour rester en vacances et jouer au football, aller dans des groupes de jeux, alors qu'on leur dit de rester à la maison. C'est la même chose pour les croyants. On a fermé, on a dit pour l'instant, on ne peut pas avoir accès aux mosquées. Il ne s'agit pas de délocaliser les mosquées et pour aller créer les mêmes problèmes dans sa maison. C'est un acte de responsabilité que le croyant soit un modèle pour sa société. Nous espérons que le musulman continuera d'être ce leader que notre religion veut, d'être un modèle par notre discipline, par notre capacité d'écoute et d'observer les règles pour pouvoir mettre fin au Covid-19. Voilà, ce sera le mot de fin du docteur. Nous avons, à l'occasion de la journée mondiale lutte contre le paludisme, reçu à l'école au village le docteur Safiou Abdourazak. Il est directeur du programme national de lutte contre le paludisme, médecin en chef, paludologue spécialiste de la lutte contre le sida et les IST, spécialiste de la lutte contre les fièvres hémorragiques. Docteur encore Assalam, dans ma langue maternelle en langue et pour nous on dit Diboti. Merci d'être passé sur Radio Nour. À la technique Axel Kumba et Paturel Minsa. L'école au village, nous étions aujourd'hui au Bénin, dans un village. Nous étions précisément à Kouandé, c'est dans une commune du département de la Takora au nord-ouest du Bénin. À tous les musulmans, à toute la communauté musulmane de Kouandé, un grand assalamu alaikum à vous. L'école au village, c'est à 21h pour la rediffusion et sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Maël Manomba de Mouabi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Non, exactement dans un mois. Nous allons en vacances et nous allons tout au long de ce mois jeûner, prier pour éradiquer le Covid et surtout pour se sentir mieux, se porter mieux. Surtout, restez chez vous, respectons les mesures barrières. Bon confinement, j'arrive. Bon confinement à l'écoute de la Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour di Botie ni Urondi. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis